Et salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo plutôt à la cool. Je vous emmène avec moi sur un site archéologique, le site préhistorique de Cambous, donc suivez-moi. Alors tout d'abord je tenais à remercier la Société Languedocienne de Préhistoire pour tout le travail qu'ils font ici. En fait c'est une association qui met en valeur ce site archéologique. Voilà, première chose. Ici donc on est en Languedoc, Roussillon, hein, même si on dit Occitanie aujourd'hui. Et plus précisément dans le village de Viol-en-Laval, voilà, à côté de Viol-le-Fort. Ça ne me fait pas rire. Ce site archéologique de Cambous, c'est un village du néolithique. Le néolithique c'est quoi? C'est la toute dernière période de la préhistoire. En gros, ici, le néolithique, c'est entre moins 6000 et moins 2200. Il se trouve que dans ce village, on a des occupations entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Ce site, il a été découvert en 1967 par un archéologue, Henri Canet, à l'occasion de la construction d'un nouveau lotissement, qui ne s'est jamais fait du coup. Alors au néolithique, il faut savoir qu'on a affaire de plus en plus à des peuples qui se regroupent en villages, qui cultivent des terres, donc qui s'installent sur les terres qu'ils cultivent et qui élèvent des animaux. Voilà, ce sont des éleveurs, ce sont des agriculteurs, on connaît le tissage aussi, on maîtrise la poterie, on a déjà l'arc et la flèche, on continue de chasser, hein, de cueillir aussi. Mais globalement c'est la mise en place de notre société actuelle, avec peu à peu une notion de propriété qui s'instaure et aussi peut-être petit à petit, et les marxistes seront d'accord avec moi, puisqu'on parle de la presse, petit à petit des classes sociales, en tout cas peut-être des familles dominantes, des gens qui auront davantage de pouvoir et de richesse que d'autres, mais ça va se faire petit à petit, pas tout de suite. Alors, qui vivait ici? Les archéologues, peu à peu, ont déterminé, à force de fouilles sur différents sites, des groupes sociaux, des cultures. En préhistoire, ça se fait souvent à partir des productions de céramique, les poteries, hein, l'outillage lithique aussi, tout ce qui est outils silex, pierre, hache polie, et aussi de l'architecture et de temps en temps aussi le mode de sépulture quand on le connaît. Donc on a déterminé ici qu'il s'agissait de la culture dite de Fontbouisse. Fontbouisse, c'est un site archéologique qui se trouve dans le Gard, et il se trouve que cette culture se caractérise principalement par une architecture en pierre, hein, des maisons de forme plutôt ovale, comme celle qui se trouve derrière moi, hein, avec donc deux absides, c'est-à-dire deux arrondis. Il peut y avoir plusieurs entrées également sur ces maisons. Au niveau des poteries, cette culture se caractérise principalement par des poteries qui n'ont pas de fond plat. C'est un fond arrondi et avec un décor plutôt variable, hein, plutôt géométrique. On a souvent des petits traits faits au doigt ou au bâton, ou des damiers. Au niveau de l'outillage en pierre, l'outillage lithique, donc, on fait ce qu'on appelle des pointes foliacées. C'est des pointes, pardon, je perds mes feuilles, des pointes en forme de feuilles justement. Voilà, alors on peut avoir des lames de poignard comme des pointes de lance qui ont cette forme. Au niveau des sépultures, alors ce sont plutôt des sépultures dites collectives de type dolmen. Vous voyez sûrement les dolmens dans Astérix, c'est trois pierres, hein, deux plus une par-dessus. En fait ça c'est que le squelette du dolmen, c'est que la chambre funéraire. Normalement ces dolmens sont recouverts de pierres, de terre, voilà, d'un monticule. Sépultures dans lesquelles on retrouve quelques personnes, mais on n'a pas l'entièreté des villages qui sont réunis là-dedans. Surtout avec toutes les générations qui se sont succédées. Donc on doit avoir d'autres types de tombes. On sait que ça peut se faire dans des trous naturels, des cavités naturelles appelées des avennes, ou dans des grottes également. Dans ce village, on a retrouvé la tombe d'un enfant, un nouveau-né, à l'intérieur d'une céramique, au pied d'une maison. Aussi au niveau de l'enveloppement du défunt, on pense qu'il y avait un linceul. Un linceul, c'est ce drap, hein, dans lequel on entoure le mort. Comment les archéologues peuvent déterminer qu'il y avait un drap en sachant qu'il a disparu, qu'il reste que le squelette? Il faut savoir que environ 3 semaines après la mort, évidemment les organes vont pourrir. Les poumons vont gonfler, vont se remplir de gaz jusqu'à éclater, ce qui va écarter la cage thoracique du défunt, sauf si ce défunt est contenu dans un linge. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de pierres, hein. On s'est demandé d'ailleurs pourquoi autant de pierres pour construire des maisons. Faut savoir que les murs peuvent faire jusqu'à 2,50 m de large et entre 1,50 m et 2 mètres de hauteur. Voilà, ça on le sait par rapport au volume de pierre effondré. Il suffit de le reconstituer pour avoir une idée de la hauteur. Donc pourquoi autant de pierres? Je vous disais, il y a une hypothèse, c'est que ils ont cultivé
les champs aux alentours. Sauf qu'il y avait quand même pas mal de pierres et ils ont dû dépierrer tous ces champs. Ce qui fait qu'ils ont dû quand même petit à petit accumuler une bonne quantité de pierres. Ce qui pourrait justifier l'emploi d'autant de pierres dans leur maison. Puis il faut pouvoir soutenir une charpente, donc des murs épais c'est pas mal non plus. Je vais vous montrer d'ailleurs comment étaient faits ces murs. Ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils font 2 rangées de grosses pierres et à l'intérieur ils remplissent. Ils font du remplissage par de petits blocs, c'est ce qu'on appelle la technique du blocage. Et tout est en pierre sèche aussi, il faut le signaler. Il n'y a pas de liant, il n'y a pas de ciment, tout tient par un très bon agencement des pierres. On constate aussi que les entrées sont assez particulières, elles sont constituées de grandes dalles posées de champ. On peut les appeler aussi des orthostates dans le domaine. Et ces pierres de champ sont souvent accompagnées de pierres dites de seuil, tout simplement. Ces pierres, elles ne sont qu'à l'entrée, que dans ce petit couloir d'accès, très étroit, hein, je vais passer pour vous montrer. Fallait pas être bien gros. Et au niveau du toit, me direz-vous, au niveau de la couverture, comment on fait? Il y a un petit indice, souvent, qu'on peut retrouver en archéologie, ce sont ce qu'on appelle les trous de poteaux. En voici un. En voici un deuxième, entouré de petites dallettes. Alors ça, c'est un trou de poteau, tout simplement. On a le trou pour insérer un poteau de bois et les petites pierres pour le caler, ce qu'on appelle les pierres de calage. Ça se retrouve à de nombreuses périodes. Et enfin, un troisième trou de poteau avec les pierres de calage ici. Bon, ça se voit pas bien parce qu'à force de touristes, évidemment, les petites pierres commencent à remplir le trou. Donc on a finalement dans cette maison, aussi appelée cabane, 3 trous de poteau espacés d'environ 4 grands pas, on va dire 4 mètres. Ce qui vous donne une idée de la charpente, des morceaux de bois qui servaient au faîtage. Et ensuite on peut imaginer d'autres poteaux de bois qui rejoignaient donc le mur. Voilà, là on a la charpente. Et ce que vous voyez là, c'est un ensemble de petites dallettes aussi appelées lauses. Alors on s'est d'abord dit peut-être que ces dallettes, telles des ardoises ou des tuiles, pouvaient servir à la couverture du toit. Mais il se trouve qu'il n'y en avait pas assez pour couvrir le toit, et que ça faisait peut-être d'ailleurs un peu lourd pour une charpente en bois. Ces petites dallettes, elles viennent d'un village juste à côté qui s'appelle Saint-Martin-de-Londres. Enfin, il y a quand même quelques kilomètres, ce qui veut dire qu'ils se sont embêtés à aller les chercher. Il fallait quand même se coltiner toutes ces dallettes pour chaque maison. À quoi servaient-elles alors? On suppose qu'elles servaient à tenir le toit tout autour, le long du mur. Et peut-être même que certaines étaient positionnées au sommet du toit sur le faîtage. Le toit, lui, serait plutôt en matière organique, c'est-à-dire en roseau ou en chaume, c'est-à-dire un mélange de végétaux séchés. Les roseaux, c'est pareil, il y en a le long des rivières dans le village de Saint-Martin-de-Londres, pas très loin. Alors évidemment, il faut un œil aguerri pour repérer les vestiges dans la garrigue. Comme cette entrée ici, encore 2 pierres de champ levées. Il y a une pierre de seuil juste en dessous. Et puis on a des murs qui partent sur les côtés. Alors ça, c'est une reconstitution. C'est une maison qui a été construite par les archéologues et les bénévoles en 1983. Le but, c'était déjà de comprendre les méthodes, les techniques employées pour construire une maison, du tout au tout. C'est de l'archéologie expérimentale. Le but a été de faire cette maison et puis de reconstituer aussi l'intérieur par rapport à ce qu'on a retrouvé en fouille. Il faut savoir globalement que toutes les maisons d'ici sont aménagées à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on a des stocks de denrées sans doute dans des céramiques dans le fond de la maison. On a ensuite un foyer au centre de la maison. Alors on a tendance à penser que les feux sont juste à l'entrée, à l'intérieur de la maison, mais à l'entrée, pour pouvoir évacuer la fumée par l'entrée tout simplement. Là il semblerait qu'à chaque fois c'est volontaire de mettre ce foyer au centre de la maison. Est-ce qu'il y avait un trou dans le toit pour que la fumée s'évacue? Pas sûr, parce que ça fait aussi rentrer la pluie. L'hypothèse du coup c'est que la fumée servirait à imperméabiliser le toit et à faire fuir les insectes et les rongeurs qui pourraient s'y loger. On a également la preuve de taille de silex à l'intérieur de la maison, peut-être le soir au pied du feu, des traces de consommation des animaux au pied du feu également. Parfois les os portent des traces de brûlure, ce qui prouve qu'on a cuit la viande évidemment ou qu'on l'a fait griller. Et puis il y a des zones où il n'y a absolument pas d'objet, enfin quasiment pas. Et ben c'est tout simplement sans doute la zone de couchage, là où on dormait, donc près de l'entrée, près du mur. Dernière petite chose sur la consommation des animaux, alors pour savoir un peu ce qu'on mangeait, on fait l'inventaire de tous les os retrouvés, mais attention, on vérifie bien que les os aient été consommés par les gens, c'est-à-dire qu'on va rechercher par
une discipline qui s'appelle la tracéologie, la recherche des traces de découpe, par exemple, sur les os. Donc est-ce qu'on a raclé l'os pour récupérer la chair, est-ce qu'on a coupé dedans? À partir de là, on fait donc des statistiques sur les espèces les plus représentées dans la consommation, en sachant qu'on n'a peut-être pas trouvé tous les os d'animaux évidemment. Et il se trouve que finalement, les espèces sauvages chassées ne représentaient que ici 20% des animaux consommés. Donc vraiment, on a affaire à des éleveurs. Le cliché de la préhistoire, des chasseurs, etc. Voilà, c'est quand même le début d'une société nouvelle, hein, notre société qui se met en place petit à petit. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour d'autres Culture et moi. Notamment, il se pourrait qu'il y en ait une sur Léonard de Vinci. C'était son anniversaire il n'y a pas si longtemps. Voilà. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vous dis à bientôt sur Culture et moi. Ciao. Ça sent le bien, mais quitte tu sais qui va nous ça vient de Paname, je t'ai mal compris comme ça vient de Paname, est-ce que je ne voulais pas dire ça vient de Paname.